vente aux enchères. Voici 3 mois qu'on l'a porté en terre, et le désir des héritiers est qu'on vende jusqu'au dernier, au volant en chair, les meubles familiers du vieux notaire. La servante qui l'assista quand il mourut a requinqué depuis 3 jours, avec des loques de velours, la roue affanée des gros bœils, réveillée à poils rouges les moires et l'éclat endormi des massives armoires. Et maintenant que leur gloire est apparue, s'étale à tout venant contre les murs à front de rue. Elle les garde et les surveille encore, faisant reluire avec son tablier quelques pommeaux mal nettoyés ou quelques frises à filets d'or. Et l'archiviste et le doyen et le docteur se rencontrent parmi les acheteurs. Les matrones graves et compactes se disputent sur la valeur exacte d'un saladier d'étain ou d'un flambeau d'argent. Le crieur est sonore, adroit et diligent, ouvrant l'un après l'autre un candélabre, une aiguillère, un bassinet et l'horloge très vieille, où Dieu et ses apôtres apparaissaient dans l'or dès que midi sonnait. Enfin, jusqu'au hanap qui provenait d'un prince, et dont s'était servi devant sa cour le roi, lorsqu'il était passé en l'an 53, avec le duc, son fils, par ce coin de province. Au fond du vestibule est étalé l'orgueil, profond et rembourré de 6 vastes fauteuils, et la croupe et le dos des commercitas, et leurs rires sont gros, et leurs langues salaces, et leur ventre bombé s'y gonfle à l'abandon. On admire les pieds sculptés du guéridon, où s'appuyait le coude enflé du vieux notaire, jadis, quand il fumait sa longue pipe en terre, tranquillement à la fenêtre, au soir d'été. On songe avec respect à son intégrité, dire que ses cartons vides, aux parois vertes, ont contenu l'objet de tant d'affres souffertes. Que ses casiers ouverts et ses béants tiroirs ont recelé tant de ferments de désespoir. Et l'on parle à l'écart, la main contre les lèvres, du testament subtil qu'il fit faire à l'orfèvre, pour qu'aucun legs ne pût froisser aucun neveu. Chacun de ces contrats, comme un trousseau de nœuds, tenait le droit flottant en ses clauses serrées. Pourtant, que de fureurs se sont exaspérées devant son bureau sombre, insensible et massif. La veuve du brasseur et leur fils adoptif se sont battus jadis au seuil de son étude. Il est vrai que leurs poings en avaient l'habitude. On n'attend plus que l'échevin, qui doit rentrer d'Alost, où se touche ses rentes, pour déguster et mettre en vente le vin. Et le doyen et l'archiviste touchent déjà le haut-biran, subtilement de leurs lèvres artistes. Puis s'attarde, la bouche en rond, à lentement goûter le château rose. L'échevin survenu prend son tour la pause, les vieux buveurs d'antan qui, le verre à la main, et balançant leur corps sur leurs chaises qui tanguent, en l'honneur des grands crus faisaient claquer leur langue. Et tous boiraient jusqu'à demain, et tant que le médoc déjà s'adjuge au juge, et qu'un chanoine a pris pour lui 20 bouteilles de grave et 6 flacons de nuit. La cave du notaire est ainsi dispersée, et l'archiviste et le doyen et l'échevin, après maintes querelles, à coups d'or apaisés, se désignent chacun leur part en son butin. Le crieur éreinté est au bout de son rôle. Voici passer encore par Imambelle les soucoupes et les écuelles, puis les chaînes de cuivre et les plaques de tôle, et 1000 objets menus qui ne valent plus rien. On vend jusqu'au collier qui maintenait le chien, et que l'on joint pour faire un lot, à 3 marteaux et 2 rabots, trouvés dans l'appentis sous de vieilles falourdes. Des camions pesants et des brouettes lourdes dispersent lentement, de seuil en seuil, tout ce qui fut la fierté et l'orgueil et la richesse héréditaire du vieux notaire.
et l'on se réjouit qu'à part le hanap d'or, qu'un amateur d'Anvers emporta de la ville, tous les meubles et tous les vins restent encore aux mains sûres des antiques familles.